Donc l'évaluation clinique de l'âge gestationnel passe par la date des dernières règles. Encore faut-il que cette date de dernière règle soit précise, je le dis bien, et que le cycle soit régulier. Si ce n'est pas le cas, ce n'est même pas la peine de prendre en considération. Une échographie précoce, idéalement entre 7 et 12 semaines, mais avant 12 semaines. L'étude de la maturation morphologique, donc surtout le score de phare, j'ai mis un petit astérix parce que je vais vous donner ce score de phare par la suite. C'est l'évaluation morphologique de ce bébé, parce que il est à terme ou pas. Parce que c'est ce qui nous arrive la plupart du temps quand c'est une grossesse non suivie, quand c'est un bébé qui arrive tout seul, par exemple de Boarfa, accompagné juste de l'ambulancier, on est obligé, des fois on n'a pas de détails de cette naissance, on n'a pas d'anamnèse qui est bien détaillée, on est obligé de le faire nous-mêmes et donc d'utiliser nos scores pour dater la grossesse de cette maman et dater le terme de ce bébé. L'étude de maturation neurologique, c'est le fameux score de Dubowitz. Donc apprécier la trophicité, il faudrait savoir que le score de phare, il va normalement se fier beaucoup plus à tout ce qui est morphologique, le lobe de l'oreille, la plante des pieds, les organes génitaux externes, comment ils sont, et la peau, le lacis veineux, est-ce qu'il est visible ou pas. Par contre, le Dubowitz, ce qui est le score neurologique, c'est des mouvements qu'on fait pratiquer au nouveau-né et selon sa réaction, on va voir est-ce qu'il est normalement mature sur le plan neurologique ou pas, y compris les réflexes archaïques dont je vous ai parlé l'autre jour. La trophicité passe par le poids, la taille et le périmètre crânien qu'on doit reporter sur les courbes de croissance intra-utérine. Et je me rappelle, la dernière fois, j'ai bien précisé pourquoi les courbes de croissance intra-utérine. Parce que c'est un bébé qui est censé être encore dans le ventre de sa mère. On ne peut pas le comparer avec un bébé qui est à terme, avec des courbes d'un bébé à terme. Donc on a des courbes de croissance intra-utérine. C'est sur ces courbes-là qu'on va se baser pour voir comment il est. Est-ce qu'il est juste prématuré normal ou prématuré hypotrophe ou prématuré macrosome? On peut tomber sur des prématurés macrosomes. Un 28 semaines qui fait 2,8 kg, c'est un grand macrosome. C'est un bébé qui a 5 kg, un bébé à terme qui est né à 5 kg, 5 kg 600, c'est la même chose. Les particularités cliniques du prématuré, la peau qui est fine. Donc si vous avez l'occasion de voir un prématuré, sa peau qui est vraiment transparente, elle est fine. Elle est rosée, il y a le lacis veineux sous-jacent qui est visible à travers cette peau. Donc vous allez voir que les petits vaisseaux, même les vénules, mes chers et les veines, même les vénules, elles sont visibles. Parce que le tissu adipeux ne s'est pas encore constitué. Le panicule adipeux qui est mince, justement, la motilité spontanée qui est faible parce qu'il est censé être encore in utero. Il ne doit pas bouger beaucoup et donc normalement on devrait le laisser tranquille. D'ailleurs les bébés, quand ils naissent, parce qu'il a toujours ce cycle nictéméral qui est encore à l'envers. Sachez qu'un bébé ne peut faire ses nuits qu'à partir de 5 kg de poids. Généralement, c'est l'équivalent de 2 mois. Ça, c'est pour votre culture générale. Ça n'a rien à voir avec le cours, c'est juste pour que vous le sachiez. Un bébé normalement constitué à partir de 5 kg de poids, à partir de 2 mois d'âge, il peut faire ses nuits sans se réveiller. Autrement, on doit se réveiller avec lui parce que le cycle nictéméral est encore à l'envers et il a encore un risque de faire des hypoglycémies le soir. Donc, il faut se réveiller, lui donner à téter le soir. Puis le temps de sommeil qui est vraiment très prolongé, justement parce qu'il a l'habitude de dormir plus que se réveiller. Donc on a une petite image, elle est un tout petit peu floue sur la diapo, mais bon, regardez sa couleur, on a tendance de le voir un peu polyglobulique, il est trop rose et normalement il est, remarquez qu'est-ce qu'il y a en bas, c'est le coton cardé, d'accord? Donc ça c'est du coton, on le met ici pour qu'il sente un peu de chaleur en contact de ce coton-là. Les complications respiratoires, je nous mets les risques de la prématurité, c'est beaucoup plus les complications. Donc il y a la maladie des membranes hyalines, c'est la fameuse maladie dont on parle. Une fois on parle de prématuré, il y a la maladie des membranes hyalines. C'est quoi? C'est une maladie qui est due à un défaut d'une matière qui est normalement synthétisée et qui est sécrétée par les poumons et qui est le surfactant. Ce surfactant, il permet aux alvéoles d'être ouverts en fin d'expiration. Si ce surfactant n'est pas là, les alvéoles vont se collaber, vont se fermer en fin d'expiration et on va se retrouver avec des poumons ratatinés et même si on donne des pressions élevées, on ne va jamais pouvoir vaincre cette pression qui a fermé ces alvéoles-là. C'est pourquoi ces bébés, soit on leur donne le surfactant exogène idéalement, soit on est obligé de passer par la ventilation mécanique avec des pressions qui sont très élevées, avec une prédisposition à des pneumothorax et on ne va jamais faire l'affaire comme si on avait du surfactant. Heureusement que maintenant au niveau du CHU, on a le surfactant et on arrive à vaincre ce genre de problème plus ou moins. Donc les apnées du prématuré,
Pourquoi ces apnées? Il y a les apnées qu'on appelle là d'origine neurologique. Sachez que notre cerveau commande tout. Donc même la respiration d'Ienna, elle n'est pas commandée que par les poumons. Si le cerveau ne dit pas aux poumons respirer, ils ne vont pas respirer. C'est le cas des apnées d'ailleurs. Il y a un problème de commande cérébrale. Ce cerveau n'est pas arrivé à la maturité qu'il faut pour dire à ses poumons ne faites pas d'apnée et respirez correctement. Donc c'est le cerveau qui va commander ça. Et donc à partir du moment où vous aurez des apnées qui dépassent 20 secondes, ce sont des apnées pathologiques qui sont commandées par le cerveau de ce bébé qui n'est pas encore mature. Qu'est-ce qui se passe? Donc on a cette respiration qui est commandée par le cerveau qui est central et qui ne marche pas. Et on est obligé de donner une matière qui s'appelle la citrate de caféine et qui va traiter ces apnées du prématuré. Les complications vasculaires et neurologiques, les hémorragies sous-épendymaires ou intraventriculaires, pour les gens qui sont passés en néonatologie, réanimation néonatale, vous allez voir que chez les grands prématurés, chez les prématurés, chez les bébés présentant une méningite, on fait systématiquement des échographies transfontanellaires. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours ces risques d'hémorragie. En matière de méningite, c'est beaucoup plus les complications infectieuses, abcès et ce qui suit. Par contre, en matière de prématurité, beaucoup plus, et les souffrances surtout, les souffrances ischémique, c'est le problème d'hémorragie sous-épendymaire ou intraventriculaire. Et il y a des grades qui vont régresser d'eux-mêmes, il y a des grades qui vont persister, il y a des grades qui vont donner des séquelles. Et puis, il y a aussi des lésions à l'inverse d'ischémie périventriculaire, tout ceci en rapport avec ce terme qui est prématuré. Les complications hémodynamiques, il y a le retour en circulation fœtale. Sachez qu'il y a une circulation fœtale qui est établie in utero, et cette circulation devrait normalement avoir fin avant cette naissance de ces bébés. Il y a le foramen ovalé qui reste ouvert et normalement devrait se fermer à la naissance. Il y a certains bébés qui vont garder ce foramen ovalé ouvert et donc on va se retrouver avec un shunt droit-gauche. De la cardio, là vous êtes c'est en cours, d'accord. Donc c'est ce qui se passe. Il y a aussi un canal artériel qui devrait se fermer et normalement à la naissance on ne devrait plus le trouver là, mais quand vous avez un prématuré, ce canal artériel va persister et il serait aussi responsable de shunt. Donc généralement les grands prématurés, ils ont de gros canaux. Il y a d'autres qui ont des petits canaux mais qui sont juste vraiment gentils, donc qui vont se fermer d'eux-mêmes. Il y en a d'autres pour qui il faut donner des médicaments qui sont quand même assez sérieux et faire carrément de la ventilation. La persistance du canal artériel, donc justement, va créer un shunt droit-gauche. Toujours dans les complications et les complications métaboliques. On a parlé de problèmes d'hypoglycémie. Pourquoi? Parce que c'est des bébés qui ont des réserves qui sont diminuées. Et donc forcément, ils vont se mettre en hypoglycémie beaucoup plus fréquemment que les bébés à terme. Donc leur foie ne fonctionne pas comme il se doit. Il y a le problème de rachitisme par dysmétabolisme phosphocalcique. Donc tous les organes ne fonctionnent pas encore correctement parce que c'est un bébé qui n'est pas encore prêt à être en vie, à rejoindre notre monde. Et puis, l'ictère par immaturité de la glucuronoconjugaison. Vous avez un foie qui est là, mais qui ne va pas pouvoir conjuguer cette bilirubine qui arrive. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore arrivé à terme à maturité. Et donc, on aura ce défaut de glucuronoconjugaison et on aura le cours sur l'ictère. Vous allez voir que l'ictère va prédisposer ces bébés à une infirmité motrice cérébrale. Pourquoi? Parce qu'il y a cette bilirubine libre qui n'est pas conjuguée au niveau du foie et qui va monter et va se localiser au niveau du cerveau, au niveau de la matière grise du cerveau. Elle va donner des dépôts toxiques et donc elle va donner ce qu'on appelle l'ictère nucléaire. C'est des bébés qui vont présenter des infirmités motrices cérébrales à vie. L'hypothermie, donc les bébés, ils sont prédisposés à être hypothermes justement parce qu'il n'y a pas assez de panicule adipeux et donc le risque, il est fréquent, il est grave et donc on aura des fois des lésions cérébrales qui sont secondaires et normalement à vie. Il faut faire attention, c'est pourquoi on insiste lors des transports que l'enfant soit bien couvert, idéalement dans une couveuse de transport, si ce n'est pas le cas, au moins bien couvert et à privilégier ce qu'on appelle la méthode kangourou, c'est-à-dire l'emmener dans les bras de quelqu'un et c'est cette chaleur avec la personne adulte qui va permettre ce transfert de chaleur à ce bébé-là. Les complications digestives, il y a ce qu'on appelle l'entérocolite ulcéro-nécrosante. Donc ça, c'est une complication que vous allez voir que chez le prématuré. Et la deuxième cause qui est très rare de l'entérocolite, c'est les mégacolons. C'est les maladies de Hirschsprung qui n'ont pas été découvertes à temps. C'est des enfants qui vont nous faire le même tableau d'entérocolite ulcéro-nécrosante. Pourquoi? Parce que le côlon, il est arrivé à dilatation assez importante à un certain moment. Il va commencer à dégager des substances qui sont toxiques. Et donc ça va donner le même principe que l'entérocolite
ulcéro-nécrosante qu'on va voir chez le nouveau-né prématuré. Donc il y a certains facteurs infectieux et vasculaires qui vont s'intriguer entre eux pour donner ce fameux tableau. C'est un enfant qui va se mettre en occlusion. On va avoir un abdomen qui est quand même ballonné. Un enfant qui va présenter à la langue une péritonite si on n'agit pas à temps. Pourquoi? Parce qu'on a des intestins qui sont dilatés et qui se mettent en occlusion. Et puis on aura un infarctus mésentérique. Donc des fois, si on arrive au stade ultime, vous allez vous retrouver avec des rectoragies. Mais généralement, lorsqu'on a le stade de rectoragie, c'est un bébé qui est déjà perdu. Donc généralement, il faudrait sentir cette entérocolite arriver dès qu'on a un ventre qui est là et qui est ballonné. Ce qu'on prévoit chez ces bébés-là, ne pas être trop rapide par rapport à l'alimentation. Parce que quand vous donnez des quantités très très importantes à ces bébés-là, c'est des intestins qui ne sont pas encore prêts à bien absorber ce qu'on leur donne. Et donc quand vous augmentez d'une manière assez importante, les intestins ne vont pas suivre et donc forcément ils vont nous faire ce genre de problème. Donc il faut y aller vraiment tout doucement avec ces bébés-là et idéalement privilégier l'allaitement maternel. Le lait maternel, il n'y a pas mieux, sauf quand on n'a pas le choix. Sachez qu'ici au Maroc, on n'a pas de lactarium, parce qu'on est un pays musulman. Le lactarium, c'est quoi? C'est les banques de lait, comme ce qui existe à l'étranger. À l'étranger, on a des banques de lait, on a des mamans donneuses qui donnent de leur lait et qu'on va garder au niveau des banques de lait, qu'on va utiliser pour les bébés prématurés, voire même les bébés normaux, quand on craint une entérocolite ulcéro-nécrosante, mais eux, il n'y a pas de souci. Donc on fait attention parce qu'on est musulman, donc il ne faut pas faire ça. Ils ont pensé à créer des banques de lait ici au Maroc, mais il faudrait que ce soit vraiment très bien répertorié, avec des noms dessus, pour qu'on sache qui c'est la maman qui est donneuse. Bon, c'est encore compliqué, mais sincèrement, le lait maternel rend énormément service. Le diagnostic, qu'est-ce qu'on va voir? Le stade ultime, on aura les intestins avec une petite pneumatose, on va voir des bulles d'air sur la superficie des intestins, c'est la pneumatose intestinale avec des fois un pneumopéritoine parce qu'on a déjà une péritonite. C'est une pathologie qui va toucher le pronostic vital et bien sûr fonctionnel. S'il ne décède pas sur le champ, il a de la chance, il y aurait le pronostic fonctionnel. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un infarctus et donc il y a une partie des intestins qui est devenue nécrosée. Et donc quand on va faire rentrer ces bébés pour intervention, c'est comme le cas de l'invagination intestinale aiguë, on a des infarctus, donc on va couper une partie de l'intestin et on risque de se retrouver avec un syndrome de grêle court. Voilà. C'est des enfants qui vont faire une diarrhée itérative juste parce qu'ils ont un intestin qui est tout petit. C'est pas parce que c'est une vraie diarrhée, mais parce que tout ce qu'ils mangent, il va passer directement, il va être mal absorbé. Et donc c'est des problèmes, c'est des soucis à vie, parce qu'il n'y a pas de problème d'absorption comme il se doit. Donc le traitement, la prise en charge est surtout ventilatoire, parce que quand il arrive à ce stade, il faut le brancher au respirateur, il faut l'intuber, ventiler, hémodynamique, nutritionnel et antibiotique. Nutritionnel parce que quand vous êtes déjà en stade d'entérocolite, il ne faudrait pas donner à manger à ce bébé. On arrête l'alimentation jusqu'à ce qu'on dépasse le cap. Et après, pour reprendre cette alimentation chez ces tout petits, c'est des bébés qui risquent de rester chez vous dans le service minimum 2 à 3 mois. Parce que pour reprendre une alimentation chez un tout petit, surtout qu'il a fait déjà une entérocolite, il faut y aller vraiment tout doucement. Et puis, bien sûr, le traitement antibiotique, parfois même chirurgical. Les complications hématologiques, l'anémie surtout, pourquoi? Parce qu'il y a cette hémolyse physiologique qui est très importante chez un prématuré. Il y a une hémolyse physiologique qui se voit chez tout le monde, mais chez le prématuré, cette hémolyse, elle est très très exagérée. Vous allez vous retrouver avec des prématurés qui vont vous faire forcément des anémies à la langue. Et puis, on a les prématurés qui sont hospitalisés chez nous, on va les piquer presque chaque jour. Et ça, c'est difficile. Vous avez un bébé déséquilibré, vous avez besoin d'un ionogramme pour voir où est-ce que l'on est, vous êtes obligé de le piquer. Vous avez besoin de voir cette numération, vous êtes obligé de le piquer. Et donc nous-mêmes, on crée des anémies parce qu'on est iatrogène. Chaque fois que vous le prélevez, un nouveau-né prématuré, on fait 600 grammes, 800 grammes. Imaginez quand vous prélevez chaque jour, qu'est-ce qu'on va laisser? Donc généralement, dans le service, on essaie quand même d'être un peu économique en matière de sang, c'est-à-dire si on arrive à faire 1 jour sur 2 les prélèvements, c'est l'idéal, sauf si vous avez vraiment un bébé qui est très très instable, alors on est obligé de privilégier tout ce qui est thérapeutique. Donc tout ça va faire qu'on aura des anémies itératives et c'est pour cette raison que tout nouveau-né prématuré, on ne le sort jamais sans traitement par fer. Tout bébé prématuré à partir de J15 de vie, on va le mettre sous fer systématiquement et on ne va l'arrêter que jusqu'à diversification en viande rouge. Pourquoi? Parce que les viandes rouges, elles sont riches en fer. Donc quand je dis diversification en viande rouge, s'il est allaité
au lait maternel, c'est jusqu'à 6 mois révolus, parce que le lait maternel il est largement suffisant. Maintenant, s'il est allaité artificiellement, c'est à partir de 4 mois révolus qu'on va démarrer cette diversification. Mais les viandes, généralement, on les fait rentrer qu'à partir de 6 mois. Les complications immunologiques, la susceptibilité aux infections. Pourquoi? Parce que tout le système immunitaire ne fonctionne pas comme il se doit. Donc c'est un système qui est là, mais qui n'est pas encore efficace. D'accord? Donc c'est des bébés qui sont prédisposés à faire des infections parce que le problème déficit immunitaire, il est là, qu'on le veuille ou pas, c'est pas encore prêt. Et donc on a une altération de tous les stades de lutte anti-infectieuse. La rétinopathie de prématuré. Pour les gens qui sont passés ou qui vont passer, vous allez voir qu'il y a un contrôle systématique des fonds d'œil chez les bébés qui passent beaucoup de semaines sous oxygénothérapie. Pourquoi? Parce qu'ils sont prédisposés à faire une rétinopathie à la langue. L'oxygène, il est toxique pour la rétine du nouveau-né, surtout le prématuré. Et donc, on va se retrouver avec des séquelles visuelles qui peuvent arriver jusqu'à 37% de cécité infantile, ce qui n'est pas rien. Donc, normalement, il faudrait les découvrir à temps et savoir faire marche arrière à temps, savoir les suivre à temps. Mais heureusement, maintenant, avec les nouvelles techniques, le laser et tout ce qu'il faut, il faudrait juste savoir les étiqueter avant que l'enfant n'arrive à un âge plus avancé. 17% de prématurés de moins de 32 semaines reçoivent un traitement pour rétinopathie du prématuré dans les pays industrialisés, ce qui n'est pas rien. Pourquoi on parle de pays industrialisés? Parce que chez nous, c'est récent qu'on commence à faire déjà des fonds d'œil. Avant, quand on commence à un peu se perfectionner. C'est pourquoi ça commence à prendre un peu... Ça devient un phénomène de mode. Donc 2/3 des enfants malvoyants à la suite d'une rétinopathie de prématuré vivent dans les pays en développement. 2/3, pourquoi? Parce que justement, on n'a pas eu l'occasion de les étiqueter à temps et de traiter à temps. La pathologie, il y a une pathologie qui est multifactorielle. Il y a le faible poids de naissance qui peut agir. Il y a le faible âge gestationnel. Il y a la mauvaise croissance postnatale, c'est-à-dire c'est pas un enfant qui va évoluer comme les autres. Tous les enfants ont une courbe avec des couloirs qui sont bien précis. L'ancien prématuré, il aura peut-être des fois du mal à rattraper cette courbe. Donc c'est des enfants qu'on va suivre vraiment de près. Une mauvaise croissance postnatale, une oxygénothérapie qui est mal contrôlée, on donne d'oxygène mais d'une manière assez abusive. Donc on ne fait pas attention à ce qui va se passer par la suite. Il y a d'autres pathologies qui vont s'ajouter, type sepsis, hyperglycémie, dysplasie bronchopulmonaire. La dysplasie bronchopulmonaire, c'est quoi? C'est les besoins en oxygène qui sont persistants jusqu'à 28 jours de vie. Donc un bébé, quand il arrive, généralement on s'attend à voir un sevrage en oxygène pendant la première semaine, voire les 10 premiers jours, grand max. Quand vous avez des bébés qu'on n'arrive pas à sevrer, arrivant même à 28 jours de vie, c'est une dysplasie bronchopulmonaire. C'est des bébés qui risquent de sortir de chez nous avec une bouteille d'oxygène à domicile. Et puis, plus l'âge gestationnel est bas, plus ce risque de dysplasie bronchopulmonaire est augmenté. Il y a aussi les facteurs ethnico-génétiques, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont nous faire ce genre de problème de rétinopathie, on a d'autres qui ne vont pas le faire. Le dépistage de la rétinopathie, donc identification des enfants à risque d'évolution défavorable et qui nécessitent un traitement. Ceci passe par des fonds d'œil systématiques, généralement 1 à 2 fois par semaine. Donc il y a une équipe d'ophtalmo qui passe chez nous et qui fait le tour et on va dilater ces bébés pour attendre qu'ils passent pour faire ces fonds d'yeux et essayer de dépister les malades. Tous les prématurés nés moins de 32 semaines ou dont le poids est inférieur à 1,5 kg, ça c'est les indications. Ou alors moins de 2 kg avec évolution particulièrement compliquée, c'est-à-dire quelqu'un qui a eu besoin d'oxygène pendant longtemps, qui a eu une pathologie respiratoire assez importante et un sepsis sévère. Il faut le faire par ophtalmoscopie indirecte, c'est-à-dire on va les dilater, il y a le médecin qui va passer, il va faire son examen à lampe à fente. Donc le traitement, plutôt à l'ophtalmoscope. Le traitement, il y a la photocoagulation au laser, heureusement, c'est nouveau, la vitrectomie, voire des antibons. C'est comme les thérapeutiques qu'on va donner maintenant pour les cancers. Mais vraiment, c'est très très pointu, mais ça reste quand même très très poussé et difficile à appliquer. De toutes les manières, vaut mieux les étiqueter à temps, les dépister pour ne pas pouvoir passer à côté. Donc on passe à un chapitre qui est très important, c'est le transfert en milieu spécialisé. Et là, c'est très 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 important, je dis bien c'est très important. Il faut respecter les conditions de transfert. Pourquoi je dis ça? Parce que nous, c'est des bébés qui vont atterrir chez nous et ils vont être dans de mauvaises conditions et donc ça entrave déjà le pronostic ultérieur. Donc déjà, حنا كنزيدو نكرفسوهم هو زاد prématuré, grand prématuré وفي الطريق تكرفسنا عليه et donc il arrive et on lui diminue les chances de survie, voire les chances de survie convenables dans des conditions logiques. La gestationnelle inférieure à 35 semaines,
Donc c'est un petit qui devrait être accompagné et qui devrait avoir des conditions de transfert convenables. Dont le poids de naissance inférieur à 1,8 kg, une détresse respiratoire, c'est-à-dire un bébé qui n'arrive pas à respirer comme tout le monde normalement, des épisodes d'apnée et qui dépassent surtout les 20 secondes, des apnées pathologiques, un risque infectieux important, une hypoglycémie persistante. Donc pour ces conditions-là, il faudrait qu'il soit transféré d'un niveau 1, voire d'une maternité niveau 1, voire même d'une maison d'accouchement à un niveau 2, voire un niveau 3. Ça dépend des disponibilités et de l'indication aussi. Quand on a une anomalie qui est apparue en maternité et qu'on n'a pas de photothérapie sur place, un enfant ictérique aurait besoin d'une photothérapie, d'un bilan déjà pour voir de quoi il s'agit. Quand il perd du poids, plus de 10%. Vous vous rappelez, on a dit qu'une perte de poids de 10% reste physiologique. Au-delà de 10%, c'est pathologique. Quand il a du mal à s'alimenter, c'est un bébé, il a la maman d'Yellow, il a du mal à s'alimenter, il va se mettre en hypoglycémie, il va se mettre tout doucement en déshydratation, puis en dénutrition. Il risque, quand il y a l'hypoglycémie, il y a le risque d'atteinte cérébrale, il risque de convulsion, parce qu'il y a l'hypoglycémie qui va suivre, et donc on va le tuer à petit feu. Donc un bébé, la maman d'Yellow, tu ne le confies à sa maman que quand tu es sûr qu'il va téter convenablement. L'apparition d'une complication grave qui nécessite le transfert vers un niveau 3. Par exemple, là, il est né, il était normal, à un certain moment, il nous a fait une entérocolite. Donc une entérocolite ulcéro-nécrosante, s'il n'y a pas un service de réanimation, on pourrait l'intuber, on pourrait avoir toutes les mesures de réa nécessaires, c'est même pas la peine de le garder. La persistance du canal artériel, donc il est là, il a les besoins d'oxygène qui sont persistants, il a un canal artériel qui est gros. Soit il va être chirurgical, on va l'opérer, soit on va utiliser les moyens médicaux mais qui n'existent pas dans un niveau 1. Donc le respect du circuit de régulation et des transferts, c'est très important. Pourquoi? Parce que le service d'accueil devrait être informé. Imaginez, vous avez 15 lits et les 15 lits sont pleins, sont pris. Et on vous apporte quelqu'un qui comme ça, qui atterrit au niveau des urgences, et un 28 semaines, 1,2 kg, et on n'a pas où le mettre. Tout le monde panique. De toutes les manières, je ne vais pas débrancher un bébé pour le mettre à sa place. Mais il est là, on ne lui a pas rendu service. Vous l'avez envoyé, vous avez envoyé une bombe qui va ni être prise en charge correctement dans le service d'accueil, ni garder dans son service d'origine le temps de lui libérer une place. Donc toujours informer le service d'accueil pour que ce bébé atterrisse dans les meilleures conditions. Préparer les conditions de transfert, que ce soit le matériel, parce qu'il est déjà en détresse, il est normal, un tube. Ça nous est arrivé de recevoir des bébés qui disent il a un 2/10, un score de Silverman à 2/10, à un certain moment il a intubé. Comment ça se fait? Il s'est aggravé en cours de route et on l'a intubé. Donc on n'a pas le choix. Le personnel qui va l'accompagner, la fiche de transfert bien remplie pour qu'on sache, une anamnèse infectieuse et la maman n'est pas là, il n'y a personne de la famille derrière l'ambulancier, comment voulez-vous qu'il sache est-ce qu'elle a eu des leucorrhées? Est-ce que vous trouvez logique que je demande à un ambulancier, où j'ai eu leucorrhée, la femme, le bébé dit là, donc c'est pas normal. Il faudrait qu'on ait une fiche de transfert qui est vraiment bien remplie. Ça, je vous le dis, on est sur le terrain et ça nous arrive de recevoir des bébés qui sont arrivés seuls avec l'ambulancier, hélas, dans un pays qui est comme le nôtre. Donc on aimerait bien quand même que les conditions de transfert soient quand même bien remplies. Et puis, dans tous les cas, montrer le nouveau-né à ses parents avant le transfert. Parce que des fois, surtout quand c'est malformatif, il y a des gens qui ne l'acceptent pas. Donc avant de le transférer, il y a une omphalocèle, il y a des intestins qui sortent, vous le montrez. Idéalement pas à la maman, si elle est accompagnée à quelqu'un d'autre, mais maintenant s'il n'y a personne, il vaut mieux que la maman soit quand même au courant. Parce qu'après, elle pourra vous dire, moi j'ai pas vu et c'est pas ça. La mise en condition en néonatologie, donc le nouveau-né est déjà installé en incubateur, c'est-à-dire idéalement une couveuse. Parce que les tables de réa, il y a beaucoup de déperditions thermiques, sauf si vraiment on est dans l'obligation. La surveillance minimale devrait se faire au moins de la température, c'est clair, la glycémie capillaire parce qu'il est prédisposé à faire des hypoglycémies, la fréquence cardiaque, il faut le monitorer cet enfant. Ou le vous le branchez au scope. Vous le monitorez, il faudrait avoir une idée sur sa fréquence cardiaque, sa fréquence respiratoire, son temps de recoloration, avoir un petit brassard adapté pour prendre sa pression artérielle, sa tension artérielle, parce que s'il se met en hypotension, c'est qu'il est en état de choc, donc il faudrait vraiment qu'on soit rapide dans notre manière de faire. Toujours en milieu spécialisé, le poids, donc le nouveau-né, pour un nouveau-né stable dont le poids dépasse 1,8 kg, donc normalement on le pèse une fois par jour.